Bonjour à tous, merci pour cette invitation, nous en sommes ravis. Alors, avec Alexandre Roux, qui est interne de l'ES de neurochirurgie, on va faire cette présentation sur la place de la chirurgie dans la prise en charge, effectivement, des gliomes, c'était le focus. Hélas, avec les gliomes diffus de l'adulte, donc on restreint un peu, mais c'est déjà un domaine assez vaste. Donc on a fait une présentation en trois grands chapitres, voilà, avec un cas clinique qui illustre, et puis après un petit peu le rationnel qui sous-tend la prise en charge qu'on a proposée. Donc, allons-y. Bonsoir à tous, et on commencera par la prise en charge des gliomes de haut grade. Comme on l'a dit, M. Palu d'abord, avec des techniques illustrées explicitant un petit peu une technique chirurgicale ou une molécule, comme on va commencer donc par le gliadel, et ensuite, dans un deuxième temps, les gliomes de bas grade. Donc, il s'agit d'un patient de 58 ans, droitier, un KPS 100, qui fait une crise d'épilepsie partielle motrice et mid-corporelle gauche, révélatrice d'une lésion nécrotique frontocentrale droite, que vous voyez ici, en 3DT, un GADO. Le bilan oncologique initial consistant en un scan thoracoabdominal pelvien est négatif. On reste sur le diagnostic de lésion gliale primitive de haut grade. Donc ce patient bénéficie d'une exérèse neurochirurgicale, alors sous anesthésie générale, consistant en exérèse complète de la prise de contraste, sous cartographie fonctionnelle intraopératoire et neuronavigation écoguidée. Ça fait beaucoup de termes un petit peu nouveaux. Neuronavigation, globalement, c'est une colonne vidéo qui nous permet d'avoir un IRM au bloc opératoire en fixant la tête du patient et à partir de repères pris sur le crâne, naviguer avec l'IRM opératoire. Donc ça ne tient pas compte des modifications post-thérapeutiques, c'est un outil de neuronavigation. L'échographie, c'est une échographie, comme on peut avoir dans une anesthésie, réanimation ou autre, sur le parenchyme cérébral. Et la cartographie fonctionnelle intraopératoire, une stimulation électrique bipolaire exercée sur le cortex cérébral, dans les zones, en l'occurrence ici, le cortex moteur primaire, un précentral, pour rechercher donc des contractions musculaires, brachiofaciales essentiellement. Donc on fait un examen anatomopathologique, indispensable avant la pose de gliadel, en tout cas en France, qui répond gliome malin grade 3 à 4, donc ça on ne peut pas savoir véritablement. On réalise une implantation intraopératoire de 8 bacilles de carnoustie, donc de gliadel. C'est globalement ce qui est recommandé, 8 bacilles en général. Dans la qualité des résections, vous voyez ici, donc ces petites bacilles, ça ressemble aux bacilles d'isopène, pour ceux qu'on a à la gorge, qu'on dispose sur le parenchyme cérébral au niveau de la qualité de résection quand on pense, on espère avoir enlevé le maximum de prise de contraste, on espère 100%. On applique du surgicel, donc c'est un tissu hémostatique et bactéricide dessus, qu'on colle ensuite avec de la colle biologique, puis on referme de façon étanche, durnaire, crâne, sous-peau. Donc l'IRM préopératoire, il y a un post-opératoire sur votre droite qui montre une exercice complète de cette prise de contraste, une levée de l'effet de masse, et ensuite des résultats post-thérapeutiques en hypersignalité inspontanée, c'est le surgicel, le gliadel est également visible. Donc les suites opératoires sont simples, le patient ne présente pas de déficit neurologique. Le diagnostic histopathologique définitif est un glioblastome, c'est un GBDH muté, un domaine 2016, on en parlera tout à l'heure, de nouvelle classification. Il bénéficie d'un traitement oncologique adjuvant, ça vous connaissez mieux que nous, un protocole de Stupp, validé depuis 2005. Dans l'acide Roger Stupp, donc c'est une radiochimiothérapie concomitante, on en parlera tout à l'heure, je vais aller très vite, avec butémodal et les sécures de témodolite adjuvant réalisées à la suite de la radiochimiothérapie. Le KPS post-traitement, à la fin des sécures et de sang, toujours, le patient reprend le travail et une survie sans progression de 54 mois. Au-delà duquel le patient récidive sur un instant épileptique, comme c'est souvent le cas dans ces petites lésions gliales de haut grade cortico-sous-corticales, avec ce nouvel IRM cérébral qui est réalisé évidemment systématiquement devant une crise d'épilepsie à distance d'une chirurgie d'un gliome de haut grade, qui montre une récidive focale, fronto-perculaire homolatérale, droite, un petit peu à distance, un peu en dessous de la lésion initiale. Donc il bénéficie d'une nouvelle intervention neurochirurgicale, avec sur la même modalité, sous anesthésie générale et stimulation corticale. Et là, une nouvelle implantation de gliadel, 4 implants, vous voyez que ces petites lésions ne peuvent pas mettre une pastille de gliadel dedans. Donc il y a un post-opératoire, superposable à la première, on a les mêmes résultats post-thérapeutiques. Modification post-thérapeutique, pardon. Les suites sont simples, le patient bénéficie de nouveaux traitements oncologiques adjuvants consistant en des cures d'agents alkylants, un témodal toujours, 16 cures, toujours un KPS post-traitement à 100, le patient maintenant retraité à un certain âge, et une survie sans progression à la récidive de 16 mois. Depuis la récidive, pardon. Ensuite, à 70 mois, donc le patient se dégrade sur le plan neurologique, sur un versant d'hypertension intracrânienne, déficit hémicorporel gauche, proportionnel aux 3 étages. IRM montre donc une récidive multifocale, elle est unilobaire, frontale droite, mais avec des lésions qui prennent le contraste un petit peu à distance, au sein d'un hypersignal flair. Donc là, bien sûr, le patient et le dossier est toujours présenté en CP neuro-oncologie. On ne retient pas l'indication neurochirurgicale de notre côté, il bénéficie d'un traitement oncologique adjuvant par Canto Avastin. On en parlera tout à
et une survie sur la seconde grille de 11 mois. Donc une survie globale de 81 mois. Alors c'est beaucoup, c'est sûr, c'est pas un cas classique de GBI-DH-muté, mais globalement c'était simplement pour illustrer un petit peu l'implantation de carmucine, de l'IADL à l'initiale, à la récidive et la double implantation, qui peut être fait sur un même patient. C'est pour ça qu'on peut vous montrer ce cas-là. Effectivement, donc tu peux avancer l'écran. On vous parle de l'IADL, donc c'est des implants de carmucine, puisque c'est une chimiothérapie focale et la seule chimiothérapie focale disponible pour les tumeurs cérébrales avec l'indication pour les gliomes malins en première intention et la récidive. Et c'est un peu paradoxal puisque c'est une chimiothérapie qui est maniée par les neurochirurgiens. Donc on vous la présente avec plaisir et puis d'autant plus qu'effectivement elle a sa place. Elle n'est pas super claire. Nous, on vous la montre comme étant merveilleuse et utilisée à chaque fois. D'autres centres ne l'utilisent pas du tout. Donc ça vient de son histoire et notamment de toxicité associée. Donc là, on va vous faire quelques mots, les grandes lignes de cette chimiothérapie-là, que vous ne prescrivez pas, mais que vous pourrez gérer éventuellement des patients qui en portent. Donc voilà, donc le gliadel c'est la seule chimiothérapie interstitielle focale neurochirurgicale qui a actuellement les mêmes dans le marché. Il y a d'autres molécules qui sont en cours d'évaluation, mais il n'y en a aucune qui a fait la preuve de son efficacité. Donc pour l'instant c'est la seule que l'on est en droit d'utiliser. Donc vous l'avez vu, hein, on le dépose sur le site opératoire, on le fixe bien pour éviter la mobilisation des pastilles, et puis on referme de façon très étanche la tumeur. Et puis voilà, donc il n'y a pas de toxicité systémique induite par le gliadel, ça s'était démontré assez récemment par une équipe japonaise. Les seuils sériques de carmucine sont détectables aux différentes étapes post-opératoires. Son efficacité a été démontrée par un CT randomisé de phase 3 Westphal dans l'oncologie en 2003, l'équipe allemande, qui ressort comme un prédicteur indépendant et significatif d'une meilleure survie globale dans les gliomes de haut grade, grade 3, grade 4 inclus. Il y a donc une AMM dans les gliomes de haut grade à l'initiale et à la récidive. À la récidive, quelques années auparavant, en 1995, Henri Brem, l'équipe de John Hopkins, avait fait un essai clinique randomisé à la récidive. Donc initialement, c'est une molécule pour la récidive du glioblastome, mais dans un second temps, il y a eu l'AMM initiale. Utile uniquement si l'exercice est supérieur ou égal à 90% de prise de contraste, c'est un petit peu ce qui s'est fait à la suite avec l'expérience du gliadel et le retour des différentes équipes qui ont implanteurs, que l'efficacité était significative lorsque l'exérèse était significative, et notamment plus de 90% de la prise de contraste. Ça, c'est des Anglais qui ont beaucoup travaillé dessus. La revue, la Cochrane, la revue de Hart en 2008-2011, et puis la Nice Guidance de 2007, ont globalement conclu toutes deux que le gliadel était utile uniquement si l'exérèse était vraiment significative, dite subtotale, donc plus de 90% de prise de contraste, totale 100%, ou subtotale, on va au-delà des anomalies qui prennent le contraste dans l'hypersignatrie. Et on a travaillé récemment avec M. Padu et M. Métellis de Marseille sur l'établissement de recommandations validées par le club de neuro-oncologie chirurgicale pour la Société française de neurochirurgie, ça aurait essayé de donner des lignes un peu claires pour l'utilisation de gliadel pour les neurochirurgiens. Voilà, donc ça. L'efficacité, le principal écueil du gliadel, c'est que ça a été évalué avant 2005, avant le protocole Stupp, en 2003, on a vu 95 pour la récidive, donc c'était avant que le protocole Stupp ait la preuve de son efficacité, donc on n'a pas d'essai clinique randomisé qui montre l'association chirurgie, l'étendue de résection, gliadel et Stupp. Donc on n'a pas, si vous voulez, donner de l'évidence de médecine, je parle à oncologue ardothérapeute qui connaissent mieux ça mieux que moi, on n'a pas de preuve. Un grade de recommandation en tout cas proposé. Mais on a quand même énormément de méta-analyses, de revues de la littérature, de séries rétrospectives et prospectives sur le gliadel à l'ère du Stupp, qui montrent dans la plupart des cas, au moment, je dis ça comme ça, mais c'est plus de 80% de la littérature qui est en faveur d'une efficacité sur la survie globale sans progression. À l'initiale, elle est beaucoup plus évaluée à l'initiale et également évaluée de façon moins importante à la récidive. Donc ça, c'est le papier un peu princeps français, sur une étude rétrospective multicentrique, 1800 neurochirurgicaux qui pratiquent l'implantation de gliadel, 787 patients, donc c'est une étude rétrospective de cohorte, avec deux groupes, un groupe chirurgie du Stupp et un groupe chirurgie gliadel Stupp. Appariés donc selon le sexe, l'âge, le KPS, la classe pathologie RPR, le sous-type histopathologique et biologique moléculaire, et selon l'étendue de résection, partielle, subtotale, totale. Et donc deux groupes, pour essayer d'établir deux groupes comparables, de 262 patients chacun. Et ce qui ressortait, c'était une différence significative dans la survie sans progression sur le sous-groupe de patients avec une exérèse subtotale ou totale, comportant plus de 90% de la prise de contraste tumorale, et sur la survie globale, l'étendue de résection et l'implantation de carmucine ressortaient comme prédicteurs indépendants et significatifs. Un sous-groupe à la récidive. Le gliadel, donc possibilité d'agent de protocole Stupp, le premier qui a évoqué, qui a ressorti une étude rétrospective, c'était McGirt en 2009 dans le JNS, qui montrait donc avec une efficacité significative sur une étude rétrospective, sur la survie globale et sans progression du protocole Stupp. Ça a été un peu le pionnier, il y en a beaucoup qui ont travaillé dessus, et je vous ai dit à peu près 80-20% littérature favorable, défavorable.
n'y a pas de résistance au T-modal, donc c'est un agent alkylant qu'on peut administrer intracérébral. Il y avait toujours l'hypothèse que ça pouvait induire une résistance sur la chimiothérapie, enfin, sur le traitement antimodal que vous allez administrer ensuite dans le cas du protocole Stupp. Donc ça, c'est une étude rétrospective de Manuel Schalzatman en 2012. Et ensuite, on a travaillé sur un petit peu la toxicité induite par la radiothérapie, la toxicité induite par le gliadel en association avec le protocole Stupp pour savoir s'il y avait plus d'effets secondaires, plus efficaces, notamment sur la radiothérapie, les problèmes cicatriciels et les problèmes hématologiques liés au T-modal, la thrombopénie, lymphopénie, leucopénie qu'on peut avoir. Et ça ne ressortait pas de façon significative dans cette étude-là qui est rétrospective. Et elle n'intéresse pas la qualité des patients, on a essayé d'évaluer ça, ce qui n'a pas été fait dans la littérature, de voir un petit peu si on avait un impact sur la qualité de vie des patients en post-opératoire, à la récidive, aux différentes étapes de la progression tumorale. On a même montré que l'étendue de l'exercice de recherche est corrélée avec une meilleure qualité de vie. Et donc le principal souci du gliadel, pour ceux qui connaissent, c'est surtout, on dit, ça augmente le taux d'infection, l'abcès, l'ampienne, méningite, écoulement de cicatrices. Alors ça, c'est vrai, dans la littérature, ça ressort dans beaucoup de papiers, on va vous dire 50% des papiers en faveur, 50% non, mais ce qu'on remarque, c'est que donc, dans cette expérience française multicentrique dont je vous ai parlé, effectivement ça ressort comme un prédicteur indépendant cicatrice, une plus grande morbidité opératoire, infectieuse, puis de LCA, hypertension intracrânienne, mais sur les séries, sur les centres reposeurs de gliadel qui ont une certaine expérience dans cette utilisation des molécules, parce que vous avez deux catégories de neurochirurgiens qui vont utiliser le gliadel. Il y a ceux qui croient vraiment qu'ils utilisent la molécule et qui ont un protocole bien standardisé d'utilisation. Ça demande, je ne vais pas vous les détailler, ça ne vous intéresse probablement pas, mais c'est très, très particulier quand on prend du gliadel, on se prépare à poser du gliadel, il y a différentes étapes à prendre en compte. Et d'autres chirurgiens qui vont le mettre comme ça, et parfois avec une exérèse partielle, parfois sans suturité en tête jambulaire. Et là, effectivement, on peut retrouver des séries avec une morbidité accrue. Dans la plus grosse expérience, donc l'équipe d'Athénéo, donc c'est John Hopkins, Henri Brem, 2008, elle est ressortie de leur série de 1013 patients, 222 patients implantés de gliadel, aucune augmentation significative des morbidités. Et chez Chana qui a ressorti un papier en 2015, pareil, pas d'augmentation significative, c'est la même équipe, une expérience plus récente. Et sur notre série française, pareil, on n'avait pas retrouvé, ça ne ressortait pas comme prédicteur indépendant significatif. On a des multivariants de morbidité post-opératoire, incluant les complications infectieuses. Donc, on n'a pas forcément plus de complications infectieuses, ce n'est pas vrai, et ça peut arriver effectivement dans certaines équipes. Donc voilà, c'est globalement, c'est ce qu'on a essayé d'étayer dans les recommandations, c'est qu'effectivement ça peut, et dans les centres experts, dans les équipes françaises, et je parle également de l'équipe de M. Méneil à Angers, pareil, pas d'augmentation de la morbidité en mortalité. Donc les centres qui en posent beaucoup pour une certaine expertise n'ont pas vraiment plus de complications. Donc voilà, c'était pour faire un peu l'état des lieux du gliadel. Voilà, après, je ne sais pas quand vous voulez qu'on discute, c'est en plein milieu, on discute après. Nous on parle beaucoup, on s'écoute un peu, mais vous pouvez poser des questions, donc on les pose maintenant. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à l'utilisation du gliadel? Le bénéfice en survie est combien? Alors dans la RCT, c'est 2,3 mois. Dans les RCT de Westphal, donc voilà, après c'est variable. L'essai initial, qui était, le standard de l'époque après la chirurgie, c'était radiothérapie seule. Et là, le gain de survie est 2,3 mois. Mais là, dans les études les plus modernes, donc quand on a l'ère du Stupp après la chirurgie, le gain de survie est de l'ordre de 2 mois. 2 mois de survie en PFS, et qui sont les choses les plus propres, parce que tous les patients ont eu le même traitement, chirurgie, un protocole de Stupp et du gliadel ou pas. Donc c'est assez pur. Là, le gain de survie est de 2 mois. Après, la difficulté, c'est la survie globale. Tu es gêné, si je puis dire, par tous les traitements à la récidive qui diffèrent. Par exemple, des patients qui n'ont pas eu du gliadel en première ligne, on a eu à la récidive, donc tu as énormément de facteurs confondants. C'est beaucoup plus dur à analyser l'impact sur la survie globale hors essai. Mais ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est l'impact qui est de 2 mois sur la PFS. Plus de 2 mois. Mais justement, c'est avec un effet synergique que le protocole Stupp dans les revues récentes, on a l'impression qu'il y a une survie globale plus importante. Et probablement, il y a un effet de biologie moléculaire. Également, il est probable que les glioblastomes MGMT méthylés bénéficient plus de l'implantation de carmustine que les autres. Sauf qu'en première ligne, on ne le sait pas. Par contre, à la récidive, on le sait. C'est donc intéressant pour vous réopérer un glioblastome de connaître son statut de méthylation d'MGMT, parce que s'il est MGMT méthylé, à mon sens, c'est intéressant vraiment de mettre du gliadel, parce qu'on sait qu'on a un marqueur moléculaire prédicteur d'une sensibilité accrue. Pour vous, si les patients, notamment les sujets MGMT méthylés, vous allez être plus à même de leur mettre du T-modal en traitement systémique plutôt que d'autres chimiothérapies chez les patients MGMT méthylés, par ma connaissance, sans en parler peut-être. C'est tout le monde utile. Vous en réopérez beaucoup des glioblastomes? Alors, en pratique, il est considéré que 25% des glioblastomes sont réopérables. C'est-à-dire la récidive est accessible à une chirurgie. Ça, c'est après l'analyse de la littérature. Dans la vraie vie,
on en opère en France moins de 10%. On réopère 8% des glioblastos. Donc voilà, c'est à peu près le volume, et c'est très variable selon les centres, hein, mais c'est à peu près l'expérience française. Et donc ça plaide en nécessité que vous ayez des neurochirurgiens dans vos RCP, parce que c'est lui qui dira oui, je peux le réopérer, ou non, je ne peux pas, mais il faut se poser la question. Et il y a des études, une étude qui a été faite, qui est juste une presse, qui démontre que justement la capacité de prédire la résectabilité, elle peut pas être faite correctement par des gens qui ne sont pas chirurgiens, ce qui est normal. Mais du coup, on ne peut pas se passer de chirurgien pour décider. Et parce que chacun défend sa paroisse. Le chirurgien, il défend sa chirurgie, comme un oncologue défendra telle ligne de chimio. Donc il faut que les gens soient présents pour défendre, entre guillemets, au mieux. Et après, la définition dans cette étude de résectabilité avait été faite par un panel aveugle, entre guillemets, de ci, de ça. Donc, mais pour répondre à ta question, c'est 8% dans la vraie vie. Après, sur cette deuxième partie, on vous parle d'une autre technique, hein, qui est l'emploi d'une fluorescence induite péropératoire pour mieux voir les gliomes malins et donc pour mieux le réséquer. Et si on le réséque mieux, on peut espérer améliorer la survie. Donc, à partir d'un cas clinique toujours pareil, Madame B, 57 ans, droitière, un KPS à 60, qui fait des crises d'épilepsie généralisée sub-intrante, avec un tableau clinique d'hypertension intracrânienne qui évolue depuis quelques jours, avec une HLH gauche fixée qui ne reste pas sous corticoïde, amenant à la découverte d'une lésion nécrotique temporale interne droite. Je vais vous la montrer juste après. Elle bénéficie d'une exercice neurochirurgicale en portant la totalité de la prise de contraste, hein, c'est l'objectif encore une fois, sous fluorescence péropératoire, c'est dans le cadre de l'essai clinique randomisé multicentrique français dont je vous parlais tout à l'heure, avec navigation écoguidée, bon ça on en a parlé tout à l'heure. Toujours pareil, examen anatomopathologique extemporané, gliome malin, exérèse complète, au moins Sainte-Anne, on met du gliadel. Donc voici les règles opératoires. On voit rien. On voit plus le gliome. On voit plus le gliome, donc a priori ça va. Bon, on voit bien en tout cas Guillaume sur l'image de gauche, c'est vrai qu'après sur l'image droite on voit pas bien, mais corrigez-nous sur parole, il n'y a plus grand chose, on voit bien. Plutôt ce qui a été assez étendu, donc une exercice complète de la prise de contraste, une levée de l'effet de masse, une patiente qui va bien en post-opératoire, et qui a passé à 90, évidemment son HLH gauche elle est fixée, vous imaginez bien que les radiations optiques se sont déjà détruites par le glioblastome, la chirurgie n'a forcément pas, évidemment pas amélioré les choses. Donc c'est un GBDH rectal, donc les moins bons pronostics, on en parlera tout à l'heure dans les années 2016, pardon. Bénéficie d'un traitement oncologique adjuvant en Montpellier, j'ai pas trop su pourquoi, bon, je pense que c'est pour un rapprochement familial, on ne sait pas personnellement cette patiente. Elle bénéficie d'un traitement d'un protocole Stupp, par cure de thémosode, donc avec un RCT plus thémodal adjuvant. C'est pas grave. Elle a une survie sans progression à 36 mois, une récine multifocale, une patiente d'un KPS extrêmement altéré à 20, une limite gauche proportionnelle aux 3 étages. Bien sûr, elle n'a pas de nouveau traitement neurochirurgical. Vous imaginez, vous voyez ici la prise de contraste temporobésiale antérieure à la qualité de résection, une prise de contraste au niveau de la capsule interne qui fixe son hémiplégie proportionnelle aux 3 étages du côté controlatéral, donc côté gauche, un envahissement du niveau lenticulaire et puis une prise de contraste controlatéral F1 et 2 gauche. Donc là, pas de nouveau traitement neurochirurgical. Dans la RCP, il décide de l'Avastin seul, une chimiothérapie palliative, avec une survie à la récidive de 2 mois, une survie globale de 38 mois pour cette patiente-là. Qui, encore une fois, est énorme, ça a été à cette donc voilà, quelques mots sur la fluorescence péropératoire, on en a pas vraiment parlé. Donc il consiste en l'administration péros le matin à quelques heures dans la chirurgie. 3 à 4 heures. 3-4 heures dans la chirurgie, donc très tôt le matin pour les patients, de 5 à la, donc c'est du gliolent, c'est du comprimé d'acide 5-aminolevulinique qui est capté spécifiquement par les cellules tumorales, qui vont le métaboliser ensuite en PP9, en protoporphyrie 9, qui va s'accumuler de façon excessive dans les cellules tumorales. Ensuite, donc, dans le cas de CRCT, il faut équiper le microscope opératoire d'un module de fluorescence qui va ensuite exciter la PP9 avec une longueur d'onde, donc le spectre visuel, c'est entre 400 et 700 nanomètres, donc on va avoir un spectre d'absorption au niveau de la molécule de 410 nanomètres, donc une lumière un peu bleutée, foncée, puis en retour, le PP9 va émettre un spectre d'émission cette fois-ci de 135 nanomètres, au seuil presque infrarouge, donc une lumière, vous allez voir, rose, violacée, puis ensuite on va plus la voir. Qualifié de rose styrien, pour les amateurs de son efficacité a été démontrée il y a quelques années quand même, hein, c'est l'essai randomisé de phase 3 de Stummer dans le Lancet en 2006, et puis donc ce papier qui est devant la même expérience mais française, multicentrique, coordonné par le professeur Guyotan de Lyon. Donc les conclusions sont terminées, je crois que les résultats sont en cours, le papier est en cours.
On va voir les résultats bientôt. Donc globalement, quand la fluorescence disparaît, on a une exérèse complète. On va illustrer ça, je vais vous montrer après ça ensemble. Juste avant, c'était un mot, donc ça c'est des études précliniques. C'est une technologie qui est utile mais avec une efficacité limitée. Vous voyez qu'elle a une spécificité de 100%. Donc quand ça fluoresce, c'est tumoral. Par contre, une sensibilité imparfaite de 80%. J'avais rarement des techniques de sensibilité de spécificité de 100%. Donc c'est-à-dire qu'on peut échapper, on peut avoir du tissu tumoral qui ne fluoresce pas. Donc globalement, la vue chirurgicale, la vue après, donc toujours la vue chirurgicale au microscope, mais avec cette fois-ci une module de fluorescence, puis les règles pour voir à peu près où on est dans ce cas clinique illustré. Donc vous avez, c'est pas notre patient, hein, c'est un autre cas clinique. Donc vous avez tout d'abord le centre nécrotique, donc c'est la zone qui ne se résout pas sur l'IRM préopératoire. Donc ça forcément c'est des cellules tumorales détruites, c'est de la nécrose, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de fluorescence. Hein, et ça ressemble à un tissu qui est extrêmement friable, qui ne fluoresce pas vraiment. Et globalement ça ne fluoresce pas. Évidemment, mais ça, de toute façon, c'est ce qu'on enlève en premier, on débulk la lésion, ça lève l'effet de masse, ça facilite la chirurgie. On n'a pas vraiment besoin de fluorescence pour ça. Par contre, le tissu tumoral charnu, donc l'objectif, on va dire, minimal de l'exérèse, donc on dit plus de 90% au moins de la prise de contraste, 100% vraiment l'objectif, voire même en supratotal dans certains cas comme celui-ci. Le tissu tumoral, c'est celui qui va fluorescer le plus, hein, rosé, donc désolé, on ne voit pas très bien, la qualité n'est pas super, mais globalement c'est le tissu où il y a marqué solide, donc vous avez un tissu rosé qui va apparaître, et vous êtes dans une lumière bleue, donc ça va vraiment flasher, et vous n'avez qu'à enlever cette lésion-là. Hein. Tant que vous restez dans la prise de contraste, vous n'avez pas de raison d'aggraver votre patient. La périphérie tumorale, donc vous voyez, ensuite il va y avoir un dégradé, il va y avoir un dégradé de couleur qui va apparaître, donc on va passer du rose du rose thyrien au violet, et ensuite on va avoir une disparition de la fluorescence. Donc ça c'est la périphérie tumorale proche, qui est évidemment riche en cellules tumorales de façon moins abondante, et puis la périphérie tumorale lointaine, qui est également riche en cellules tumorales de façon encore moins abondante, qui elle par contre ne va pas fluorescer. Voilà, après ça. Donc pour vous parler de ce RCV, bon voilà, angioblastome, exérèse et placebo ou contre 5 ALA, évidemment c'est un simple aveugle. L'endpoint c'est la qualité de résection et la PFS à 6 mois, hein, donc c'est ce qui nous intéressait. L'inclusion ont été stoppées prématurément, avec une survie en progression significative entre les deux groupes en faveur du 5 ALA et une qualité d'exérèse qui était également plus importante dans le groupe 5 ALA. 65% d'exérèse complète contre 36% de placebo. Vous voyez qu'on n'a pas des résultats non plus miraculeux. 65% d'exérèse complète avec une nouvelle technique. L'exérèse complète, donc 100% de prise de contraste au bien. Sans augmentation de morbidité chirurgicale, ça ne range pas vraiment le geste, hein, finalement, quand on a l'habitude d'utiliser. Qu'en est-il en France? Donc on a parlé de ce essai clinique qui est en cours, donc un résultat multicentrique français, ça va sortir bientôt. Et je l'ai rajouté parce que c'est sorti assez récemment, c'est une équipe italienne de façon rétrospective qui évalue l'uriadel plus le 5-ALA. Le 5-ALA, ça augmente la qualité de résection, donc forcément ça optimise le traitement par l'IML. Voilà, comme on y croit beaucoup, forcément, ça échange, ce sera probablement notre futur référentiel de traitement. Donc voilà, le 5-ALA, c'est vrai que ça vous intéresse peut-être moins, mais là, la résection des gliomes, donc globalement, pourquoi on opère un gliome? Il y a 3 objectifs complémentaires. Déjà, le diagnostic. Le but, c'est d'avoir un résultat anatopathologique pour faire un diagnostic et un traitement. Donc, on sait que l'exérèse neurochirurgicale apporte plus d'informations pour le pathologistes que la biopsie chirurgicale, que la biopsie stéréotaxique, d'autant plus qu'à l'ère de biologie moléculaire, la quantité d'échantillons doit être plus importante. Il y a besoin de plus de tissu tumoral pour faire leurs différentes analyses. La biologie moléculaire et l'étude génétique. C'est un traitement symptomatique, on l'a vu, on traite l'hypertension intracrânienne en levant l'effet de masse, on contrôle l'épilepsie, c'est bien démontré, hein, que ce soit un gliome de grade ou de bas grade, on va améliorer le contrôle épileptique, sans parler de guérison épileptique, de contrôle épileptique pour ces patients-là. La préservation fonctionnelle, forcément, on arrête, on n'interrompt pas, mais on ralentit l'évolution tumorale, donc on ralentit la dégradation neurologique, et parfois même, par lever l'effet de masse, on améliore les symptômes. Ça, on le sait bien parce que sous corticoïdes, les patients s'améliorent, c'est un bon argument pour nous pour se dire que c'est pas on voit un faisceau pyramidal par exemple qui est envahi, c'est vraiment par hôtel périsylvénique vasogénique et par compression. Donc on a une balance au fonctionnelle qui va ensuite favorable, à la fois un bénéfice fonctionnel sur l'épilepsie, l'hypertension intracrânienne et sur la symptomatologie neurologique et oncologique bien sûr, puisqu'ensuite on va améliorer la survie globale et sans progression, bon, sans niveau de province, grade de recommandation évidemment, mais c'est notre objectif là. Donc pour les grades 3 globalement, là je vous dis ce qu'on fait, on essaie de faire, regardez, je suis bien R. Pour les grades 3, la prise de contraste, c'est le minimum. On essaie quand même de faire une exérèse de lésion en flair. Pour les grades 4, c'est globalement, l'objectif c'est 100% d'exérèse de la prise de contraste. Mais de plus en plus, on va vers des exérèses supratotales en préservant la fonction, donc avec des cartographies fonctionnelles pour essayer justement de rechercher ces zones fonctionnelles à haut risque. Donc on essaie d'enlever le plus possible pour faire ça.
Donc la chirurgie d'exérèse, quand elle est possible, évidemment le plus possible, étant donné la résection, donc à l'heure actuelle on parle de maximal safe resection, c'est-à-dire on en a le plus possible sans prendre de risque pour les patients, on en a parlé. Vous avez différents seuils, je ne vais pas vous les évoquer, mais globalement on a eu différents seuils, des grandes études princeps avec à chaque fois il faut enlever plus de 80% de prise de contraste, plus de 98%, quasiment 100%. Et finalement ce qui semble le plus proche de la réalité, c'est qu'il y a un véritable continuum bénéfice, résection-bénéfice, et plus on enlève, mieux c'est pour le patient, que ce soit sur le côté fonctionnel ou oncologique. Juste un bout, là c'est important parce qu'effectivement, il y a 3 courbes, à gauche, au milieu, à droite. À gauche, c'était les années 2000, la loi du tout ou rien. Il n'y avait pas d'impact pronostic si vous enleviez pas plus de 90% de la prise de contraste. Donc, à l'époque, les neurochirurgiens disaient « j'ai l'impression que je peux tout enlever, je l'opère. J'ai l'impression que je vais presque tout enlever, mais pas tout, donc je ne l'opère pas. » Donc et le concept a changé, puisque là, dans les années 2010, l'équipe de San Francisco, Michelberger, démontre que le seuil, il est plutôt en dessous de 80%. C'est-à-dire que donc, le chirurgien était un petit peu plus enclin à y aller. Et puis là, l'équipe du MD Anderson, qui ont les plus grosses séries, un monde qui a vraiment un continuum de tout ce que vous pouvez enlever, si vous n'esquintez pas le patient, est intéressant en termes de gain de survie. Donc ça explique pourquoi les propositions thérapeutiques des neurochirurgiens ont évolué avec le temps et pourquoi peut-être les vieux neurochirurgiens sont restés fixés dans les années 2000 par rapport aux chirurgiens plus jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez... Ouais. Et quelque chose j'ai cru qu'on avait à la diapo, c'est qu'il y a quand même une étude de phase 3 qui démontre la place. Ouais, mais c'est la seule diapo à dire. Il y a une étude de phase 3 qui démontre l'impact de la chirurgie de résection dans les gliomes malins. Elle est importante parce qu'elle est totalement méconnue, je crois, du monde de l'oncologie non chirurgicale. C'est une petite étude par Vuorinen, qui sont des Scandinaves, à peu près 30 patients, où ils ont, à l'époque de standard de traitement qui était chirurgie plus radiothérapie, ils ont pris chez des sujets de plus de 65 ans, ils ont randomisé chirurgie versus biopsie, plus radiothérapie derrière. Et là, il y a eu un gain significatif de la survie globale et de la survie sans dégradation neurologique. Donc il y a une étude de phase 3, aussi petite et imparfaite soit-elle, pour démontrer la place de la résection dans la chirurgie des gliomes diffus. Ça me semble important parce que c'est pas connu. Avez-vous des questions? Ouais. Est-ce que ça se fait pour des lésions qui sont multifocales ou compliquées, de faire pour un même patient à la fois de la radiothérapie stéréotaxique et une résection chirurgicale en première ligne? Ça se fait, associer 2 traitements focaux, une exérèse et une radiothérapie, quelle que soit sa modalité, je ne suis pas un spécialiste, ça se fait et c'est utile pour justement améliorer les choses. Tu peux dire, je fais une exérèse chirurgicale, je sais que je ne vais pas tout enlever, mais c'est utile parce que je vais lever un effet de masse, je vais améliorer un symptôme. La portion qui restera sera prise en compte par les traitements adjuvants et probablement que le radiothérapeute, et je parle sous ton contrôle, il va faire sa radiothérapie en surdosant éventuellement la zone macroscopiquement pathologique qui restera. Donc oui, les traitements sont toujours combinés et ce qui a été fait est intégré dans ce qui va être fait. Et par exemple, la chirurgie peut venir faciliter éventuellement une radiothérapie en éloignant d'un organe à risque, par exemple. Après, là-dedans, dans la fluorescence, on a parlé d'étendue de la résection. Il faut faire très attention quand un neurochirurgien vous dit qu'il a tout enlevé, il ne faut pas le croire. Parce qu'il est très mauvais, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que l'infiltration tumorale, qui fait une prise de contraste à l'IRM peut être visible à l'œil, dans ce cas le chirurgien y arrive, mais des fois, il y a un aspect macroscopiquement normal à l'œil qui contient encore une grande densité incroyable de cellules tumorales qui explique qu'il y a une prise de contraste. Donc le chirurgien ne peut pas être fiable parce que l'essence même du gliome fait qu'on ne peut pas le voir avec les yeux. Donc la qualité de résection, c'est l'IRM post-opératoire précoce, avant 48 heures où il y a des modifications inflammatoires qui s'installent, ou l'IRM à 3 mois. Mais il n'y a que là-dessus qu'il faut réfléchir. Et toutes les études qu'on vous présente, c'est une analyse quantifiée sur l'IRM, donc entre guillemets objective. Ça, c'est important. Et après, ça revient à la même question, cette fluorescence qu'on vous montre, c'est une analyse visuelle, c'est-à-dire que le chirurgien voit la fluorescence, mais en deçà du seuil de détection de la fluorescence par l'œil humain, on a l'impression qu'il n'y a plus de fluorescence, mais il y a encore plein de cellules tumorales qui expriment une fluorescence, mais avec une densité
tel que l'œil humain ne peut pas le voir. Donc on peut améliorer cette sensibilité de détection avec des outils de microscopie confocale, mais on peut traquer la cellule tumorale à l'échelon unitaire, sauf que l'œil humain ne le permet pas et que l'anatomie des gliomes qui sont diffus fait que de toute façon vous n'enlèverez jamais tout à l'échelon cellulaire. Je suis chirurgien, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des résections en un bloc avec marge, ou est-ce que les séquelles fonctionnelles seraient beaucoup trop importantes, ou est-ce que c'est tout simplement pas faisable en origine? Alors, la résection en un bloc, c'est pas tant le problème. Peut-être que tu prends l'exemple, par exemple, de la colectomie réglée, bien au-delà du cancer. Donc prendre une marge de sécurité. On peut le faire, mais la différence, c'est quand tu coupes un bout de cerveau qui fonctionne, ça se voit beaucoup. Et ceci dit, les conséquences fonctionnelles ou digestives, elles se voient aussi. Sauf qu'être aphasique et hémiplégique, c'est pas la même chose. Mais donc, on le fait. On n'appelle pas ça des régions en bloc, on ne parle pas de marge de sécurité. Il y a un terme assez récent qui est apparu en 2011, qui sont des résections dites supratotales. C'est un terme très laid, mais qui veut dire on enlève au-delà des anomalies qu'on voit à l'IRM en se disant on prend une collerette autour parce qu'il y a des cellules tumorales qui existent, on le sait, mais on ne les voit pas à l'IRM et aucune modalité d'imagerie ne permet de le voir. Et du coup, où est-ce qu'on s'arrête? Quelle marge de sécurité on prend sans faire de bêtises? Et pour ne pas aggraver ton patient, eh ben, on fait une résection, non pas guidée par la tumeur ou par l'imagerie de la tumeur, mais guidée par la fonction. On va s'arrêter à tel endroit. Vous avez vu le premier patient, on a fait une résection limitée postérieure par une cartographie fonctionnelle des voies de la motricité volontaire. Donc on fait des limites fonctionnelles et on trouve tel faisceau de substance blanche qui contient telle fonction comme étant notre limite pour enlever le plus possible, mais ne pas aggraver notre patient. Donc on le fait. Mais ce n'est pas pour autant une résection en bloc, parce que le cerveau, ça ne se tient pas, et un cerveau malade encore moins. Donc c'est rare qu'on ait une grosse pièce, boum, avec des marges étiquetées à donner. Mais le concept y est. J'ai juste une petite question. Dans des régions qui ne sont pas forcément fonctionnelles, est-ce qu'on peut avoir recours à des biopsies, puisque vous avez accès finalement à l'extempo, ou c'est plutôt envisageable, justement pour voir si... Au-delà de ta résection? Oui. Oui, on peut. On peut faire des biopsies de berge, comme c'est par exemple fait dans la chirurgie d'un mélanome. On peut le faire. Sauf que le chirurgien, s'il s'arrête, c'est parce qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. C'est parce que s'il y a par exemple une structure à risque vasculaire, il ne veut pas créer un AVC, ou c'est parce qu'il y a un faisceau de substance blanche, il ne veut pas créer un déficit. Donc si le chirurgien s'arrête, la plupart du temps, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas aller au-delà sans abîmer son patient. Face à une maladie incurable, on a une priorité de ne pas trop dégrader notre patient. Mais en théorie, on peut faire des biopsies de berge, sauf que l'examen extempo est très mauvais pour dépister une infiltration tumorale isolée. Il est très bon pour dire « je vois du tissu tumoral, une néangiogénèse », mais l'examen extemporané n'est pas capable de dire sur le prélèvement « je vois une cellule tumorale à droite à gauche », il n'y arrivera pas. Donc ça ne nous aide pas vraiment. Et par ailleurs, on sait que dans les gliomes diffus, les cellules tumorales isolées, il y en a plusieurs centimètres au-delà de tout. Donc si vous les cherchez, vous les trouverez. Donc c'est plutôt, on retire tout ce qu'on peut, avec une philosophie différente selon les chirurgiens, avec des outils différents selon les chirurgiens, mais on s'arrête quand on a enlevé tout ce qu'on pouvait. Donc les analyses de berge ne sont par exemple pas utilisées en routine clinique pour par exemple orienter un schéma de radiothérapie par exemple. Ou pour poser des implants de gliadel. Ce serait judicieux de dire je mets mes chimios là parce que je sais qu'il y a plus de cellules tumorales qu'à l'autre côté, mais c'est pas fait. Est-ce que ça a été, parce qu'on sait que sur un récidive dans le même territoire, la gliadelle doit mettre un peu à visée prophylactique sur le reste de l'hémisphère? Alors, on ne le fait pas parce que ça n'a jamais été testé. Après, on ne le fait pas parce que c'est cher, ça a un coût. Chaque pastille coûte à peu près 800 €. Donc plus tu en ajoutes, plus tu augmentes le coût. Les études de toxicité montrent que jusqu'à 15-16 pastilles, il y a une parfaite tolérance, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites jusqu'à 30 pastilles. Et après, ce qu'il faut voir, c'est une chimio de contact. Donc, la cavité opératoire, c'est là où il y a la plus forte probabilité de cellules, puisque c'est à l'interface. Donc, c'est intéressant de le mettre. Après, si tu en mets plus loin, en théorie, tu pourrais poser juste sur le cortex, et tu traiterais préventivement que le cortex, mais tu ne traiterais pas la profondeur. Sachant que ce produit diffuse jusqu'à 14-15 mm de profondeur, pas plus. Donc, si tu en mets à 3 cm sur le cortex, tu vas donner ton produit sur la surface de cortex, mais ça ne va pas être pertinent pour la profondeur. Et sachant qu'il faut aussi casser ta barrière hémato-encéphalique, que ta résection fait, tu l'appliques contre le tissu cérébral, mais si tu l'appliques sur le cortex simple, tu as une pimère intacte,
Donc tu as une barrière de protection et ça marchera probablement moins. Et tu peux bien sûr pas t'amuser à lui peler la pimère partout pour peler de façon préventive. Donc ça se fait pas. Conceptuellement, c'est pas idiot, mais ça se fait pas. Et surtout, ça permettrait pas de prendre en compte la profondeur à plusieurs centimètres que tu n'abordes pas. Ça, c'est le rôle des traitements systémiques, justement. Après, on va parler maintenant du versant des gliomes diffus de bas grade de malignité, avec des questions un peu pareilles. Pas tant les questions bateau, mais peut-être les questions qui sont un peu plus difficiles. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une découverte fortuite? Qu'est-ce qu'une opérabilité? Quand est-ce qu'on peut opérer ou pas? Là encore, qu'est-ce que ça veut dire de retirer un gliome diffus de bas grade? Et comment on fait pour les retirer? Donc voilà, on va commencer donc, par la découverte fortuite. Justement, un de nos collègues, un DS de radiologie, droitier, KPS 100, qui fait une IRF dans le cadre de son stage qui a livré sa machine, je crois, en protocole de recherche. On lui découvre une lésion tissulaire frontale gauche. Vous voyez ici, F1 gauche, on va dire en hypersignal flair, sans prise de contraste, vous avez les séquences injectées en bas. Bon, très inquiet évidemment, DS de radiologie, il consulte à Sainte-Anne. On décide de faire une surveillance radiologique initiale parce qu'on n'est pas certain du signe de gliome de bas grade, il est fortement suspecté, mais on peut avoir une lésion circonscrite, notre diagnostic, donc histologique. Et donc il est INRM tous les 6 mois avec un contrôle clinique. Il n'est pas totalement asymptomatique, pas d'HTC, pas de sinusfocalisation, aucune crise d'épilepsie, aucun argument en faveur de crise. Et vous avez une IRM qui est faite à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Elles sont arrêtées là parce qu'ensuite il est traité évidemment. Et vous regardez, quand on fait une analyse du diamètre tumoral, vous voyez qu'il augmente. Il passe de 20 à globalement 25 mm en 9 mois. C'est très faible. Et donc on dénomme la de gliome diffus de bas grade, puisque tous les gliomes diffus de bas grade, on en parlera après, commencent à augmenter de volume de façon systématique. Et là, l'importance, vous voyez que l'augmentation est extrêmement faible. Si vous comparez l'IRM de 3 mois avec 0 mois, vous avez une augmentation d'1 ou 2 mm. De 3 mois avec 6 mois, pareil, en 2 mm, c'est très difficile à déceler. Donc ça sous-tend deux choses. Ça sous-tend d'abord une analyse volumétrique du tissu avec des logiciels comme très simples. Osirix, c'est en open source, vous mettez sur votre Mac ou sur votre ordinateur, ça marche très bien. Et ça vous permet d'avoir une analyse fiable. Alors, pour faire le diamètre antéro-postérieur, vous n'avez pas forcément le tout qui est le même, etc. Et déjà ça a pété. Par ailleurs, contrôler, il faut également toujours à 9 mois, par exemple, lors de l'IRM, vous comparez avec l'IRM initial de 0 mois, enfin du initial du diagnostic. Parce que c'est là où vous allez avoir la plus grande différence. Si vous comparez à chaque fois avec la dernière IRM qui date de 3 mois, on va être un peu embêté et on ne verra pas forcément, ce sera beaucoup plus difficile à déceler. Donc c'est utile à chaque fois de comparer avec chacune des étapes. Donc voilà, il y a une croissance continue, mais le patient reste asymptomatique sur le plan neurologique. Donc bien sûr, il est opéré avec une résection supratotale, on en a parlé, donc je ne détaille pas. En condition éveillée, donc c'est la même chose. Vous avez déjà entendu parler, donc on endort le patient sur l'anesthésie générale, masque laryngé, on le réveille ensuite une fois que tout est ouvert. Pour faire simple, cartographie fonctionnelle intraopératoire, voilà ici vous l'avez faite, donc elle est déjà faite. Vous voyez ici le cortex moteur primaire, on voit pas très bien, mais les cercles rouges, donc avec les réponses motrices en haut, membre supérieur, main, ensuite membre inférieur, on fait une vocalisation, forcément on arrive sur la région faciale. Vous avez le speech arrest en bas dans la région de la pars opercularis, pars triangularis, donc le faisceau arqué, une dysarthrie également qui est présente. Vous avez la tumeur qui est délimitée au niveau des motrices supplémentaires, A, B, C, D. Donc déjà macroscopiquement, c'est pas facile à voir. On a juste l'impression que c'est un peu, le cortex est déplissé, on a l'impression que c'est légèrement démacié, tuméfié. Enfin, c'est pas simple, c'est pas comme un glioblastome, un gliome où là, forcément, c'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé à voir. Et vous avez en pointillé noir la qualité des résections. C'est celle de la lésion supratotale. On a délimité la lésion ici, à l'aide de l'œil, à l'aide de la neuronavigation, un petit peu, à l'aide de l'échographie, beaucoup, et on prend des marges de sécurité, entre guillemets, même si on n'utilise pas ce terme-là, c'est supratotale. Donc la qualité des résections est celle-ci. Vous avez donc en haut la faute du cerveau, donc il n'y a pas de limite médiane, d'accord, pour la résection. Et vous avez donc ce qu'on appelait, on a parlé tout à l'heure, la maximal safe resection, c'est-à-dire qu'il a été enlevé le plus possible sans prendre de risque pour le patient. Pourquoi? Parce qu'en condition éveillée, le patient est présenté lors de stimulation. Quand on fait ces stimulations sur le cortex, on ne regarde pas que le cortex moteur primaire, on a le langage, on ne regarde pas d'autres choses. On le fait également sur la substance blanche, pour laisser ces fameux faisceaux de substance blanche qui vont véhiculer l'information entre des régions corticales éloignées. Et vous avez donc des latences, vous avez délimité par les cercles blancs, donc là on est vraiment dans la partie postérieure de la motrice supplémentaire. Vous allez avoir des réponses motrices négatives. Quand vous stimulez le cortex moteur primaire, vous allez avoir une contraction, réponse motrice positive. Dans la motrice supplémentaire, c'est lors de l'initiation du mouvement, vous allez avoir un arrêt. Vous demandez au patient de faire des mouvements, il va s'arrêter. Pareil au niveau verbal, on est du côté gauche, latence verbale, même chose. Donc voilà. Vous avez le FAT, c'est un faisceau qui est une association entre la pars opercularis, le régime cellulaire antérieur et la partie postérieure de l'ANS. Vous avez une paraphasie phonémique en profondeur qui témoigne du SLF1, donc c'est un faisceau d'association cortex dorsolatéral préfrontal pariétal.
Donc une paraphasie phonémique, donc dire bijou, veut dire bijou, bitou. Donc vous voyez, donc à ce moment-là, on sait que si on va au-delà de ça, à quelques milliers de profondeur, on va retrouver ce faisceau d'association, on va créer des signes neurologiques permanents, parce que là, en post-opératoire, le patient va forcément avoir des symptômes, je vais en parler. Donc il y a une aphasie motrice post-opératoire, une aphasie dite Broca, une aphasie purement motrice, dysarthrique, qui est spontanément résolutive. Pourquoi? Parce que justement, on a réussi. Enfin, il est préservé. Le but de cette chirurgie liée, c'est justement de s'arrêter. Quand le patient est capable de faire certaines fonctions éveillées, qu'on l'endort et qu'on arrête la résection, on sait qu'il va récupérer à 100%. À distance, ça va pas être immédiat, évidemment, ça va prendre du temps, mais ça, on l'a dit au patient, on l'a prévu, évidemment, sinon il va être un petit peu choqué. Et il récupère ensuite en post-opératoire. Il y a une réaction édémateuse, inflammatoire, corticale et sous-corticale, forcément, qui entraîne cette lucide neurologique. Et ils sont sous-corticoïdes en général dans la période post-opératoire. Sur le plan pathologique, c'est un astro grade 2, IDH-unité de bronchodilité OMS-12, on en parlera tout à l'heure. Il ne nécessite pas de traitement oncologique adjuvant. L'exérèse supratotale chez un patient asymptomatique. Il est surveillé de façon active tous les 6 mois, clinico-radiologique, avec une IRM. Il a un KPS à 100 post-traitement. Je parle donc à l'IRM de contrôle à 3 mois. Il a repris la musique à 4 mois, donc pas de troubles bimanuels comme on peut avoir dans des inventés supplémentaires. Parfois on peut avoir des séquelles. Si on est allé au-delà, on aurait pu avoir des séquelles bimanuelles, on n'a pas pu forcément reprendre la guitare. Il a repris du travail, donc on aura du log à 6 mois. Et là actuellement, il n'a pas récidivé, c'est sa consultation de 31 mars, enfin fin mars de cette année, et ça c'est son IRM. Donc là, on a parlé un petit peu d'exérèse supratotale en zone fonctionnelle, c'est pas en zone fonctionnelle. On va parler maintenant d'opérabilité, de cas cliniques très rapides. Un homme de 34 ans qui fait une crise d'épilepsie focale, donc hémicorporelle gauche, contrôlé sous monothérapie antipyrétique. Il a un KPS à 100, il a fait vraiment une crise, comme vous et moi. On fait une crise d'épilepsie, on va aux urgences, on a une IRM, on retrouve cette lésion-là. Une lésion donc, du lobule paracentral, à cheval sur le cortex moteur primaire, cortex gyrus postcentral, cortex somesthésique primaire. Il a une biopsie stéréotaxique ou chirurgicale, je ne sais pas, qui retrouve un oligo et H+, donc un oligo et une classification à 16. Là, pourquoi il n'a pas été opéré? Donc on a une zone hautement fonctionnelle, à cheval sur 2 territoires hautement fonctionnels, cortex moteur primaire, cortex somesthésique primaire. On se dit bien que là, l'étendue de la résection ne va pas être significative, on ne va pas avoir de bénéfice oncologique pour ce patient. On va prendre des risques neurologiques évidemment, même en conditions éveillées, on va tout de suite avoir de la motricité, de la sensibilité, des paresthésies, des choses. Donc on va très vite arrêter la chirurgie tout simplement. Et donc on va altérer forcément la qualité du patient qui ne va pas pouvoir travailler. C'est un patient jeune, 34 ans, en plus c'est un oligo 2, donc un très bon pronostic. Hein. C'est des médias de survie à 15 ans, je crois à peu près. Donc on aurait vraiment bousillé, excusez-moi, la vie de ce patient-là, donc il n'a pas été fait. Une biopsie chirurgicale ou stéréotaxique, c'est un problème neurochirurgical, c'est peu importe, c'est la même chose, soit on fait un petit volet, soit on fait une biopsie avec un cas de Excel, mais voilà, le résultat est le même. Un autre cas clinique pour illustrer le caractère inopérable de certaines lésions, un homme de 55 ans, crise focale motrice, non contrôlée sous trithérapie, ça c'est comme relativement peu fréquent, donc je n'ai pas vu c'est plus fréquent que ça. Il a un décide moteur fixé au raclofacial qui ne régresse pas sous corticoïde, un KPS à 60, donc une perte d'indépendance fonctionnelle, il n'est plus autonome chez lui, il a une capacité évidemment à travailler avec un KPS 60, on imagine bien volontiers, il a une lésion qui est fronto-insulaire droite, vous voyez en hypersinelle flair, c'est un peu une lésion en hypersinelle flair qui départ en région fronto-insulaire, qui remonte ensuite en suivant complètement le faisceau pyramidal, le cortex moteur primaire, une lésion évidemment qui est non chirurgicale, sinon il faut enlever tout le cortex moteur primaire jusqu'à l'opercule, c'est évidemment pas envisageable. Il a une biopsie, c'est un astro 2, IDH-unité, verlatérique, donc un profil astrocytaire clair. Voilà, donc ça c'était pour illustrer un petit peu. Donc il n'a pas été opéré, encore une fois biopsie, parce qu'on sait qu'en opérant ce patient, déjà on n'aurait pas de façon significative du tissu tumoral, une charge tumorale suffisante, en tout cas visible avec l'IRM. On n'améliorerait pas sur le plan neurologique, on n'améliorerait pas le contrôle de son épilepsie, parce que quand on avait beaucoup de lésions tumorales, on améliore le contrôle épileptique. Ce ne sera pas le cas, on va enlever 2 CC, 1 CC, ça va pas être satisfaisant. Et dans ce cas-là, il bénéficie de traitement oncologique médical. Cette fois-ci, l'opérabilité du côté inverse. Une femme de 36 ans qui fait une crise inaugurale, bon, de toute façon c'est le mode de révélation classique des glénomas, c'est plus de 90% c'est des crises d'épilepsie, ou alors c'est découverte fortuite, bilan céphalée, troubles auditifs, HTC c'est extrêmement rare, défi neurologique aussi. Il décide une première chirurgie sous anesthésie générale parce que zone peu fonctionnelle, on est en frontal droit, très antérieur, donc c'est un niveau 2, IDH-unité, un pésinophyalité, un meilleur profil histomoléculaire. Ces crises d'épilepsie ne sont pas contrôlées, vous voyez une exérèse partielle, ça c'est une post-opératoire, elles ont 48 heures, on en a parlé, qui montre bien cette hyposignal T1 et cette hypersignal flair sur la partie postérieure de la qualité de résection. Évidemment, elle était sous anesthésie générale, on était limité pour évaluer, donc on est souvent un petit peu plus frileux, entre guillemets, et qu'en éveillant les patients. Probablement qu'en condition éveillée, on aurait pu peut-être aller un peu plus postérieur, c'est ce qui a été fait ensuite. Donc,
Juste pour vous dire, en post-opératoire, à la suite de ce traitement-là, les patients ne sont toujours pas contrôlés sur les crises d'épilepsie, toujours sous bithérapie. Elle a des perturbations du trouble cognitif qui préexistaient à la chirurgie, qui n'ont pas été améliorées par la chirurgie. Et elle est en incapacité de travailler. Et en plus, sur l'IRM de contrôle, elle est en progression radiologique. Donc elle bénéficie d'une rééducation cognitive pendant 9 mois, en vue de se préparer un petit peu aussi, de réfléchir à l'exercice neurochirurgical en conditions éveillées. Et cette fois-ci, donc elle se fait en conditions éveillées, elle accepte, elle est cartographie, on en a parlé tout à l'heure. Donc elle a 36, ça c'est l'IRM à 36 mois de la deuxième résection. Vous voyez que cette fois-ci, on s'est arrêté vraiment au niveau du cortex prémoteur, donc juste en avant du sillon précentral, donc au niveau de la motrice du cortex moteur primaire. Parce que cette fois-ci, on a pu, grâce à la condition éveillée, véritablement mettre en évidence ces voies pyramidales. Et là, cette fois-ci, après cette deuxième exercice, les crises sont contrôlées, il n'y a plus de traitement antibiotique qui ont été sevrés à 12 mois, donc c'est pas de traitement antibiotique. Elle a une amélioration clinique objective, on va en parler après au niveau de ses troubles cognitifs, puisque la chirurgie améliore de façon significative l'état cognitif, sur les bilans neuropsychologiques, on va en parler juste après. Et elle n'a pas repris de travail pour des raisons personnelles de s'occuper de ses enfants. Elle a bien raison. Donc pourquoi on va opérer ces gliomes? Il n'y a pas d'étude de phase 3 évidemment à vous proposer, vous le sauriez avant nous. Il n'y en aura jamais de toute façon, c'est des maladies qui sont lentement évolutives, il faudra un suivi extrêmement, ça coûterait des fortunes, c'est absolument pas envisageable. Ça c'est le papier de Sanaï en équipe du... C'était chez San Francisco. San Francisco, donc Sanaï de 2008 en neurosurgerie, qui compare l'ensemble de la littérature des gliomes de Bagrad qui ont évalué l'étendue de résection. Et on voit que de façon assez exponentielle, on a une littérature florissante sur l'impact oncologique, donc sur la récurrence notamment de la chirurgie extensive des gliomes de Bagrad, et la littérature qui est en défaveur, ici en rouge, elle stagne ou très légèrement ascendante. Donc des résultats qui sont plutôt en faveur. Ça c'est le meilleur essai, je vais appeler essai clinique randomisé, c'est l'étude en population en Norvège, parce qu'on a une méthode de randomisation qui est assez proche de la randomisation aléatoire classique. Donc c'est en Norvège où le système de sécurité sociale, on peut appeler ça comme ça, vous avez une pathologie, vous habitez ici, vous allez traiter dans l'hôpital A, et vous habitez 10 mètres à plus loin, vous allez être traité dans l'hôpital B. C'est une répartition géographique, c'est comme ça, on ne choisit pas le centre d'hôpital où on veut être traité, donc voilà, c'est une répartition géographique en fonction de sa pathologie. Sa géographie, pardon. Et le fait est que l'hôpital A avait la pratique d'opérer tout de suite les gliomes de Bagrad, et l'hôpital B avait la pratique de les regarder, wait and watch. Donc on avait, par cette organisation de soins et cette séparation géographique, un tirage au sort qui était assez propre, des patients qui allaient pour la même maladie être traités chirurgicalement tôt contre surveillés initialement. Donc ils ont regardé l'impact de ces deux pratiques sur la survie. Avec les résultats que vous avez ici en graphique, donc une différence significative sur la survie, le pourcentage de survie, avec le suivi en abscisse. Dans l'hôpital qui pratique l'exérèse rapide chirurgicale, en gris ici, et en bleu ciel, vous avez l'hôpital qui pratique le wait and see, et le traitement de biopsie. Donc ça c'est le papier un peu princeps français sur l'étendue de résection dans les gliomes de Bagrad. Donc c'est une série multicentrique rétrospective dans le cadre de l'étude des gliomes, 1509 patients avec 3 types de traitements, l'exérèse totale ou supratotale, l'exérèse subtotale, donc c'est vert, rouge, bleu, haut en bas, subtotale, total, supratotal, subtotal, donc plus de 90% du piercing alvéolaire et moins de 100%, et biopsie ou partielle, moins de 90% ou un geste de biopsie. Vous avez une différence significative sur la survie globale et sans progression, transformation maligne évidemment, dans le groupe. Et avec sur 1500 patients, que 10%, c'est-à-dire 150 patients qui ont une vraie exérèse totale. Donc le neurochirurgien motivé n'arrive que dans 10% des cas à faire une exérèse complète. Des données, des anomalies visibles à l'IRM. Donc voilà, et ça a été validé un peu par nos sociétés savantes, mais surtout les vôtres, le ANO, donc européenne, ANOCEF française, comme donc l'exérèse neurochirurgicale maximale, même si le niveau de preuve n'est pas de 1 et pas de recommandation n'est pas A, ça reste l'option thérapeutique de première intention qui est proposée systématiquement pour ces lésions-là. Vous avez ici le ANO, le rapport de Sophie et l'ANOCEF en 2012. Ensuite, quand opérer les gliomes diffus de Bagrad, donc on sait qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, tous les gliomes diffus de Bagrad ont une croissance radiologique, c'est pour ça que parfois quand on est surveillé au début, on voit une croissance radiologique, on sait que c'est un gliome de Bagrad, on y va chirurgicalement.
que ce soit avant la révélation clinique, c'est le cas par exemple notre jeune patient de radiologie, c'est le cas avant le traitement oncologique, c'est le cas avant, après une exerce incomplète, pareil, ça a été illustré par le calcul de la patiente chez qui est resté un hypersignal-fleur postérieur et diatrophique parce qu'il y a une révolutivité. Comme ça, on sait la croissance moyenne d'environ 4 mm par an. Du diamètre tumoral, Diamètre tumoral, d'environ 4 mm par an. Un gliome diffus pas grave stable, donc ça n'existe pas, et ceci donc on ne fait pas de traitement précoce. Pour ce qui est de la découverte fortuite, donc pour revenir à nos collègues de radiologie, c'est environ 3 à 5% des gliomes diffus pas graves, c'est pas fréquent, mais maintenant, avec la facilité d'accès à l'IRM et puis un bilan de céphalie, on fait une IRM, on a n'importe quel symptôme, on fait une IRM, c'est très facile, on en aura de plus en plus. Ça arrive énormément en consultation et aux urgences, mais globalement, ça reste quand même une proportion assez faible, hein, c'est 0,05 à 0,2% des patients restent asymptomatiques, on est cohorte de patients avec un gliome de pas grave. Et ça, c'est un côté intéressant. Jérôme Cochereau, 2016, qui montre que dans ces gliomes diffus bas grade asymptomatiques, enfin découvertes fortuites, pardon, ne sont pas réellement asymptomatiques. 60% d'entre eux ont des troubles sur le bilan neurocognitif. Donc, ce n'est pas vraiment des patients asymptomatiques, c'est des patients qui n'ont pas une symptomatologie visible comme ça, perceptible à la clinique. Et quand on fait des tests plus fins, on voit des symptômes. Donc, ce sont des tumeurs évolutives. Vous voyez, dans 4 grandes phases dans un gliome diffus bas grade. La phase occulte, c'est la phase biologique, c'est la gliomagenèse qui s'installe, qui se crée, mais avec une invisibilité radiologique, vous n'avez pas d'anomalie de signal et donc on ne peut rien faire à l'heure actuelle à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver ces patients justement, comme ce cas clinique de radiologie, avec une phase silencieuse sur le plan clinique, qui témoigne de parce que c'est pour les gliomes diffus bas grade, par exemple, le symptôme révélateur principal, c'est la crise d'épilepsie. On sait que plus le tumeur est important, plus les patients crisent. Ce qui est l'inverse pour les gliomes de haut grade, ça on l'a retrouvé aussi dans nos séries, où c'est plutôt les glioblastomes cortico-sous-cortico du sujet jeune, le fameux volume moins 30 cc. Et donc on a cette phase silencieuse qui nous intéresse, c'est pour ça que M. Dufault en a parlé dans le neurologie, qui propose de faire un dépistage un peu de la population générale, on verra si c'est accepté ou pas, mais bon, ça doit avoir un coût assez monstrueux, je pense. Mais pourquoi pas, ça permettrait de prendre ces patients-là très tôt, les opérer avec des supratotales, et d'avoir des contrôles de la maladie beaucoup plus importants que ce qui est actuellement. Ensuite, vous avez la phase symptomatique, classiquement la crise d'épilepsie, donc là on fait forcément le diagnostic, on fait une IRM, on voit, on programme l'intervention, puis ensuite il y a la phase transformation maligne, et là évidemment, c'est la catastrophe. Je ne parle pas de la dernière étape évidemment. Les gliomes diffus bas grave, donc asymptomatiques et symptomatiques sont similaires, ils ne grossissent pas plus vite, pas moins vite, c'est globalement la même population, c'est juste qu'on la prend plus précocement, et que par chance, entre guillemets, on a fait une IRM. Si je connais, voilà, donc une phase un peu plus précoce de symptômes. Donc, quand est-ce qu'il faut les opérer? Donc, globalement, dès la manifestation symptomatique, dès qu'on a dépisté, mis en évidence la maladie, et dès que la croissance radiologique pour les patients asymptomatiques du greffe est avérée, pour être sûr que ce soit bien un gliome diffus bas grave, on n'est jamais sûr sur l'IRM à 100%, avec une croissance radiologique aussi faible. Et comme on l'a montré chez le cas clinique tout à l'heure, on est sûr que c'est un gliome diffus bas grave. Et on ne peut pas laisser une lésion qui évolue de toute façon. Qui opérer probablement tous les patients, bon, ça, je ne pas que le discours, hein, c'est dans tous les patients avec un gliome bas grave, nous sommes. Mais il faut qu'ils aient des critères quand même. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais il faut que ce soit symptomatique, évidemment. Hein, il ne faut pas que, on en a parlé tout à l'heure dans les critères d'opérabilité, il ne faut pas qu'il y ait une aggravation radiologique, une aggravation clinique suite à la chirurgie, et donc pour ça il faut une cartographie fonctionnelle. Je vais très vite parce que on a vu mes gros yeux. Chez les patients asymptomatiques, donc toujours pareil, il ne faut pas les aggraver sur le plan neurologique et il faut encore une fois une cartographie fonctionnelle. On sait qu'on va les améliorer sur l'épilepsie et éventuellement par décompression si jamais il y a une infiltration de la connectivité. Donc là, ça peut être bénéfique pour eux, que ce soit en première ligne de la récidive, donc il faut toujours en discuter avec un neurochirurgien spécialisé en neurologie chirurgicale dans les RCP auxquels on participe tous. Comment on les opère? C'est un diapo, donc ça va être rapide. L'IRM, globalement, ça montre une hypersignalisation, ça ne montre pas la topographie tumorale, il y a des cellules tumorales très à distance dans les différentes études qui ont été faites à ce niveau-là. Et donc on sait qu'on enlève la charge tumorale la plus importante, mais bien sûr, pas 100% de la prise tumorale, sinon on serait dans des lésions circonscrites, c'est pas qu'on n'est pas dans les astrocytomes, pardon, on est dans des gliomes diffus bas grave infiltrants qui affectent la connectivité, les vaisseaux interhémisphériques, porcaleux, fornix et autres, sur gauche antérieure postérieure. Et donc on est déjà dans une maladie diffuse infiltrante. Donc les n'ont pas les limites de résection, évidemment, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de cela. Et pour ça, il faut une cartographie, il faut nous aider, il faut que le malade nous aide pour éviter d'avoir des défauts neurologiques en post-opératoire. Donc ceci, c'est améliore la balance oncologique, vous l'avez bien compris, c'est pas de préserver la fonction, améliorer le bénéfice oncologique, en tout cas, c'est ça, et ça c'est le plus gros papier de Princesse, 8091 méthanalyse du 1091 gliomes opérés, de Vitamur, d'Amsterdam, et qui a montré contre les avant cartographie fonctionnelle, ou en tout cas avec les équipes qui ne font pas la cartographie fonctionnelle et celles qui les pratiquent, et donc avant l'ère des cartographies et après, on a une extension des indications par rapport, donc là plus les patients dans les zones dites fonctionnelles parce qu'on a un meilleur contrôle, on est moins anxieux sur le déficit post-opératoire, on améliore notre qualité de résection, évidemment puisqu'on va au-delà, et tant qu'il n'y a pas de symptômes, on peut y aller, et on réduit les déficits neurologiques sévères, évidemment, puisqu'on les voit à l'avance et on les préserve.
Bon, ça veut tout dire, hein. Donc, globalement, voilà, la chirurgie, les temps d'érection, ça améliore le contrôle de l'épilepsie, les troubles neurologiques, même ça améliore également les troubles cognitifs. Ah, ça participe. Ça participe. Pas même trop optimiste. Bon, ça participe à l'amélioration également cognitive, le traitement oncologique de la même façon. Tout ceci, c'est la capacité de travailler, ça reflète vraiment la qualité de vie du patient. Merci. Voilà. Merci. Vous avez des questions sur cette partie? Après, je ne sais pas, je ne suis pas maître des horloges. Oui, bien sûr, bah c'est tout à fait. S'il y a des questions par rapport à la prochaine des malades, je fais ça juste pour la technique de fluorescence dont vous parliez tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut aussi être appliqué là pour les biomédicaux malades. Alors, c'est une technique qui n'est pas appliquée aujourd'hui, mais qui en théorie le pourrait, puisque la protoporphyrine 9, enfin l'acide 5-aminolébénique est capté par 100% des cellules de l'organisme et métabolisé par toutes les cellules de l'organisme, sauf les cellules gliales tumorales, parce que la protoporphyrine 9 c'est un cul-de-sac de métabolisation, donc elle s'accumule. Donc tous les cellules gliales tumorales, y compris celles des gliomes de bas grade, l'accumulent, sauf qu'elles l'accumulent en moindre quantité. Donc l'intensité de protoporphyrine 9, donc qui est le fluorophore qu'on peut exciter pour recevoir la lumière, est très faible. Donc à l'œil nu, vous ne verrez jamais rien. Mais vous pouvez développer des outils, et on a des microscopes confocaux, où vous avez une sorte de stylo que vous appliquez à la surface du cerveau qui va exciter, qui va recueillir une lumière, et sur votre écran, vous avez une résolution à l'échelon cellulaire de l'ordre de 15 microns de spots de fluorescence. Donc vous y arrivez. Mais ce n'est pas développé en routine clinique. Mais on peut imaginer que dans quelques années, ces outils seront disponibles et on pourra aller traquer la cellule tumorale individuelle. Mais le gros message du chirurgien de base, c'est ça ne sert à rien de voir un gliome parce qu'il y en a partout et vous ne les guérirez jamais. Mais si vous traquez les cellules, il faut retirer le plus possible et pas abîmer votre patient. Donc il faut se fatiguer à trouver la fonction. C'est aujourd'hui plus judicieux qu'essayer de bien voir le gliome. Si vous retirez jusqu'à la fonction, si vous avez enlevé au-delà, bingo, mais si vous en laissez la moitié, de toute façon, vous ne pouvez pas faire plus sans esquinter le patient. Donc le message, c'est vraiment se donner les moyens de maîtriser la fonction. Parce que si vous arrivez à la faisceau pyramidal et s'il y a des cellules tumorales qui fluorescent, si vous les enlevez, vous aggraverez votre patient. Donc vous lui rendez peut-être un service oncologique, mais il perd une qualité de vie et une durée de vie à qualité de vie conservée. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la partie chirurgicale? Est-ce que lorsque vous avez un gliome grave, est-ce qu'il y a des sortes d'hétérogénéité dans la tumeur qui vous obligera à reprendre le malade ensuite? Il y a Alors oui, il y a une hétérogénéité lésionnelle dans tous les gliomes, y compris ceux de bas grade. Et donc, quand vous opérez, il faut bien sûr donner le plus de tissu pour qu'il soit échantillonné et qu'on ne passe pas à côté d'une zone de plus haut grade de malignité, parce que dans ce cas, ce serait plus un gliome diffus bas grade. Et quand vous faites des biopsies, là, donc, vous avez un risque de ne pas prendre en compte la zone la plus péjorative. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une IRM multimodale avec des analyses de spectroscopie, avec des analyses de perfusion, ou si vous voulez du PET scan pour cibler les zones les plus péjoratives, pour justement essayer de contrer cette hétérogénéité. Dans ce cas-là, vous reprenez la tumeur, c'est vraiment très l'hémogramme. Alors, de toute façon, la définition bas grade au grade, elle est forcément a posteriori. Donc, le chirurgien, s'il fait une biopsie, l'analyse anatomopathologique peut lui guider son traitement. Il peut décider après, je l'opère pas. Mais aujourd'hui, quand on pense qu'il est opérable, on y va tout de suite parce qu'on sait que c'est utile de le faire. Mais si vous faites une exérèse et qu'on vous dit que c'est un gliome de grade 2 ou que c'est un gliome devenu de grade 3, c'est exceptionnel que le chirurgien y retourne pour modifier son geste parce qu'il a déjà fait un geste d'exérèse qu'il juge qualitatif. Par contre, ça modifiera bien sûr la prise en charge oncologique adjuvante. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie médicale.